Merci à tous et à toutes d'être présents ce matin. Alors, on sait que l'horaire n'est pas forcément le plus idéal pour une table ronde, mais le caractère un peu particulier des éléments qu'on va vous présenter ce matin justifie qu'on fasse ça aujourd'hui, un dimanche, toujours. Je suis particulièrement heureux d'accueillir la classe de terminale SSP du lycée Pauline Victor de Champagnat. Ils sont particulièrement stressés là, je crois, parce qu'ils nous parlent. Alors, juste quelques mots d'introduction. On va parler ce matin, dans les deux prochaines heures, des questions éthiques qui sont soulevées par l'accompagnement de la dépendance et de la provision locale, du point de vue des lycéens. Alors, sur la première partie du sujet, nous avons des particulièrement d'actualité, enfin, en tout cas, il va devenir très bientôt au moment de la discussion du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui fera suite au rapport Hugo qui a été rendu il y a pas longtemps, avec environ plus d'une centaine de mesures. Si vous l'avez pas encore lu, vous ne saurez pas faire ce soir. Et un contexte éthique, en particulier aussi autour des questions liées à l'enseignage. Vous ne savez pas, mais ça peut être intéressant de jeter un œil dessus, que le Comité consultatif national d'éthique a rendu l'année dernière son avis numéro 128, qui pointait en particulier le manque d'alternatives à l'EHPAD. C'est un avis qui avait été présenté de manière peut-être à dessein un peu plus éloquente pour susciter le nombre de chocs et relancer le débat sociétal autour de la manière dont, politiquement et socialement, nous accompagnons l'avancée en âge et particulièrement la grande dépendance. J'en profite d'ailleurs pour excuser le professeur Aubry, qui était l'artisan et le rapporteur de cet avis numéro 128, qui ne peut pas être présent ce matin, mais qui aurait bien voulu. Alors, on va parler de cette question, parce que sur le plan éthique, c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus, et on a un colloque à Vesoul la semaine prochaine, on a une table ronde à Besançon, début juin, avec le docteur Féric, que je présenterai après, sur ces questions. On voit que sur le plan éthique, on observe de plus en plus un certain nombre de considérations autour de l'avancée en âge, autour de la personne âgée dépendante, autour de la fin de vie en EHPAD, liées à la fois à des éléments qui sont très démographiques. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Je lisais encore ce matin une statistique qui nous disait que d'ici 2050, on allait tripler, je crois, les phénomènes de démence, par exemple. Donc il y a un défi pour la société, pour le système de santé accompagné du vieillissement. Il y a un défi aussi à changer nos représentations, parce que vieillir veut dire qu'on ne se limite pas à une perte de dépendance. En tout cas, plus globalement, à considérer que dans personne âgée, il y a âgé, mais il y a aussi personne. Et donc c'est aussi un enjeu sur le plan éthique à refaire ou à remettre les personnes dans leur avancée en âge au centre des décisions qui les concernent, ou à refaire des sujets dans leur vie. Et puis aussi un certain nombre de dilemmes qui se posent quand on arrive sur les questions notamment de grande vulnérabilité, de grande dépendance. On parlera d'ailleurs bientôt à vos cours avec des membres d'un comité d'éthique la question de la privation de la liberté d'aller et venir dans les unités Alzheimer. Donc voilà, on est dans ce contexte-là sur un plan éthique. Et ce qu'on a voulu, nous, ce matin, pour en venir au sujet, c'est donner la parole à des lycéens. Alors, je vais, avant de donner la parole à leur professeur, que je remercie aussi beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir pu faire en sorte que cette rencontre ait lieu aujourd'hui. On a voulu donner le point de vue des lycéens. C'est important, nous, à l'espace de réflexion éthique pour Bourgogne-Franche-Comté, de donner la parole aux lycéens, travailler avec eux, avec vous. Pour des raisons qu'on peut présenter très rapidement. D'abord, nos missions de débat public en tant qu'espace de réflexion éthique régionale nous amènent, et c'est une demande de plus en plus importante du Comité consultatif national d'éthique aussi, à consulter l'ensemble de la société civile, qui ne sont pas juste ceux à qui on prête les caractéristiques d'être des citoyens, des personnes actives qui ont un travail ou ce genre de choses, mais aussi des publics lycéens. On était allé les consulter pour les états généraux de la bioéthique. D'ailleurs, c'était un de nos axes spécifiques de consultation l'année dernière pour ce débat public. D'ailleurs, la loi de bioéthique, normalement, est débattue début juillet au Parlement. Hein. Ça repousse de 6 mois en 6 mois, mais on va finir par y arriver. C'est aussi important pour nous de travailler autour de la bioéthique avec les lycéens, au-delà du fait que c'est un enjeu citoyen, c'est des choix de société qui sont appelés, donc il faut mobiliser toute la société. On trouve aussi, c'était des discussions qu'on a eues avec certains proviseurs à l'époque, que la bioéthique est quelque part une porte d'accès privilégiée, alors on prêche un peu mais une porte d'accès assez privilégiée pour l'exercice de la citoyenneté, pour la participation citoyenne,
parce que ce sont des sujets qui sont assez peu abstraits finalement, qui nous concernent, sur lesquels on débat spontanément. Et donc, dans le cadre de ce que peut promouvoir l'éducation nationale, autour de l'éducation à la citoyenneté, des parcours citoyens, la bioéthique est une bonne porte d'entrée. Et puis, là on en vient à la filière à laquelle vous appartenez et dont vous allez nous parler. On va discuter aujourd'hui avec les professionnels de santé de demain, les gens qui sont sur le terrain demain, qui ont déjà pu faire un certain nombre de constats en stage. Et donc c'est important que vous soyez associés aux réflexions, pas seulement sur un plan citoyen, mais sur un plan professionnel aussi, par rapport à ces questions éthiques qui sont soulevées, qui sont autant de défis qu'il faudra travailler quand vous serez pleinement en exercice. Ce qu'on va entendre là tout de suite, c'est donc des représentants de la classe qui vont pouvoir nous faire un certain nombre de retours, de constats, d'observations, d'interpellations, qui vont poser un certain nombre de questions qui sont issues de leur premier stage en EHPAD. Et l'idée, c'est qu'ensuite, à partir de ces constats que vous allez nous rapporter, des questions que vous allez soulever, eh bien, on est un certain nombre d'intervenants que je vais présenter au moment de leur donner la parole après, qui pourront en partie répondre, donner des éléments de réponse à vos interrogations, qui pourront débattre avec vous. Et comme on n'est pas nombreux et qu'il nous restera certainement un peu de temps après tout ça, on pourra débattre plus largement avec vous tous. Je pense même, si tout le monde est d'accord, mais si vous avez des questions, des choses qui vous viennent en tête, je parle aussi bien pour les lycéens, comme vos collègues présenteront tout à l'heure, que pour l'ensemble du public. Si vous voulez intervenir à un moment, on n'est pas dans une grande salle, on n'est pas extrêmement nombreux. Enfin, je ne sais pas, même si vous, au niveau de la table ronde, vous acceptez à un moment qu'on puisse prendre des questions qui puissent arriver comme ça, si ça on est entre nous, on est lundi matin, il est 10h, on discute assez tranquillement. Je vais peut-être quand même laisser la parole à Valérie Roussel, Frédéric Fouillet et, excusez-moi, j'ai oublié Aurélie Mouton, du lycée Paul-Émile-Victor de Champagnole. On est engagé dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Unitas, un chercheur avec eux. Et c'est dans le cadre de ce dispositif que la rencontre a lieu ce matin. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est important pour nous en tant qu'espace éthique qu'on ait des liens avec les lycées. Et je trouve qu'on a des liens assez privilégiés avec le lycée Paul-Émile-Victor depuis 2 ans maintenant. Je trouve que ça préfigure de façon très positive ce que pourra être éventuellement ce qu'on voudrait monter, c'est avoir un comité d'éthique des jeunes, à la demande à la fois du CCNE et puis du professeur Aubry sur l'espace éthique. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir avec vos élèves à la fac de médecine et à Besançon aujourd'hui, dans l'espace de réflexion éthique, mais peut-être que vous voulez nous détailler un peu plus la manière dont vous entrez dans ce projet, comment vous travaillez avec eux. Donc, le projet sur l'éthique, c'est la 2e année qu'on le mène, et on a fait le choix de le mener avec des élèves de terminale. Parce qu'on a des élèves en accompagnement, soins et services à la personne, ils vous expliqueront tout à l'heure en quoi consiste ce bac professionnel. Et dans ce bac professionnel, ils ont de l'EMC, éducation morale et civique, c'est enseignement moral et civique, où ils abordent quand même leur rôle de citoyen. Mais jamais dans nos cours, enfin on a une petite partie où on aborde l'éthique, mais ils sont quand même dans du soin, on aborde très peu l'éthique. On a fait le choix de travailler avec nos collègues de philo, puisque ces élèves de bac pro n'ont pas de philo, donc c'est un peu difficile de parler d'éthique si on n'a pas non plus cette notion philosophique aussi à côté. Donc c'est la 2e année qu'on travaille comme ça, et notre cheminement il se déroule au travers de cas particuliers, de vidéos, de débats qu'on fait au fil de l'année. Et pour terminer sur la fin de terminale, pour des élèves qui vont continuer en école d'aide-soignant, en école d'infirmier, en école d'éducateur, qui vont certains aller en BTS ou DUT, souvent en lien avec le social aussi et le sanitaire. L'idée, c'est aussi de partir avec une charte d'éthique qui leur est personnelle, en se disant, voilà, moi j'y réfléchis, qu'est-ce que je voudrais moi quand je serai professionnelle, qu'est-ce que je vais mettre en place. Donc, grâce à cette réflexion, l'an passé, il y a des élèves qui sont déjà partis avec leur charte. Après, ils reviennent avec leurs réflexions aussi, quand ils sont sur les lieux de travail, des fois, quelquefois, avec des pactages un peu lourds. Alors, des fois, on a quelques réflexions, parce que ça ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on avait imaginé, mais voilà, ça permet d'en discuter. Mais voilà, on peut faire ce travail qu'en collaboration avec notre collègue de EMC, donc d'éducation morale et civique, qui est Madame Chalmesure, qui est là, notre collègue de philo, et puis nous deux, Madame Mouton et moi, qui sommes professeurs de sciences médico-sociales et biologie, microbiologie. Donc c'est dans ce cadre-là.
Je vais laisser la parole à ma collègue de philo parce que c'est pas juste un projet qui est mené sur les terminales ASSP, mais un petit peu plus large que ça dans l'établissement. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis enseignante en philosophie, je n'ai pas la classe de terminale ASSP en tant que professeur, mais j'interviens dans le cadre de ce projet précis et qui en effet s'inscrit au niveau du lycée dans un projet plus large, puisque avec les deux enseignantes de philosophie que nous sommes, donc Madame Lamy qui n'est pas là cette année et moi-même, ça fait 6 ans qu'on a mis en place des débats philo sur le lycée, et la question qu'on tient depuis ces 6 ans, c'est à qui appartient mon corps. Donc sur la question du corps, à un moment donné, on a rencontré forcément les questions médicales, et c'était l'année dernière, et donc on a commencé à travailler plus particulièrement avec les terminales ASSP de l'année dernière sur cette question-là, et de cette année aussi. Donc voilà, la question de la bioéthique est arrivée comme ça, et elle s'inscrit, enfin du coup elle a été travaillée avec cette classe, mais aussi avec d'autres classes du lycée. Ce qui a donné lieu le 7 mai à un débat. Alors cette année, l'année dernière, on l'a fait porter sur les questions de la possibilité de soigner et de soigner en respectant les personnes. Et cette année, on l'a fait porter plus précisément sur les techniques de procréation médicalement assistée. Donc on fait un débat de 2 heures qui cette année a impliqué 5 classes qui ont préparé le débat, plus d'autres qui viennent assister, donc environ à peu près 200 élèves à chaque fois. Ouais. Oui, on va pas en dire plus parce que les élèves ont préparé une présentation de leur filière, donc ce serait dommage d'anticiper. Voilà. Parlons des élèves. On peut peut-être vous donner la parole. Alors, 6 représentants ont été, j'imagine, démocratiquement désignés. C'est ça ? Vous désignez par les 6 de leurs représentants vont venir nous présenter, si vous voulez venir. Vous êtes tous bien installés? Bon, dans la salle, vous êtes sur des bancs d'amphi, donc je ne vous pose même pas la question. Merci beaucoup d'avoir accepté quand même de prendre courageusement la parole. Mais gardez en tête une chose, c'est que vous avez le micro, donc vous avez le pouvoir. Ne stressez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tant que ça le pouvoir. Mais on vous donne la parole. Alors, je crois que vous avez une présentation de votre filière d'abord et puis les situations que vous voulez aborder. Vous avez carte blanche. Allez-y tranquillement. Si l'idée, c'est qu'on ait un débat ensuite avec les professionnels qui sont présents et qui prendront notre place ensuite. Si on dépasse trop le chrono, je vous ferai des signes éventuellement, mais tranquille. La parole est à vous. Merci encore. Et on vous écoute. Alors bonjour à tous, donc, nous allons vous présenter notre filière pour commencer. Donc nous sommes donc en classe de terminale baccalauréat professionnel accompagnement soins et services à la personne. Ce baccalauréat se prépare en 3 ans avec le passage du brevet d'études professionnelles en classe de première. Nous l'avons passé en option structure, mais depuis cette année, dans notre lycée, c'est aussi ouvert l'option domicile. Bonjour à tous. Donc, durant notre baccalauréat professionnel, nous réalisons des stages. Donc, nous avons 22 semaines de stage, dont 12 avec des personnes adultes non autonomes. Donc, nous réalisons nos stages dans des EHPAD, des crèches, des écoles maternelles, des résidences autonomie, des MAS, des hôpitaux et des accueils de loisirs. Donc, nous avons 2 stages par an. Donc, nous évoluons beaucoup entre notre premier stage en seconde et notre dernier stage en terminale, qui n'est pas du tout le même encadrement. Donc, à notre premier stage de seconde, nous sommes très accompagnés. Et on peut dire qu'à notre dernier stage en terminale, nous sommes plutôt autonomes et on arrive à réaliser beaucoup de choses seuls. Durant nos stages, nous avons 3 examens. Donc, nous réalisons l'examen en animation, en soins de TP, hygiène et confort et une aide au repas. Il y a 2 dossiers à réaliser pour valider le bac. Le dossier d'éducation à la santé. Ce dossier présente les actions de prévention liées à la santé que nous construisons auprès d'un public, comme par exemple le tabac chez les jeunes. Et le dossier d'accompagnement. Ce
dossier présente les projets menés à partir d'une étude des besoins auprès d'un usager. Donc bonjour à tous. Donc avec notre baccalauréat, on valide 5 modules sur 8 pour l'école d'aide-soignante et 4 modules sur 8 pour l'école d'auxiliaire de périculture. Dans notre filière, il y a plusieurs matières professionnelles. Donc il y a sciences médico-sociales, animation, biologie, travaux pratiques, soins, hygiène et confort, microbiologie, services à l'usager, nutrition, prévention, santé, environnement. Et dans les matières générales, nous avons sport, économie-gestion, arts appliqués, mathématiques, histoire-géographie, anglais et français. Les élèves peuvent poursuivre après le bac, donc dans des formations liées aux soins comme aide-soignante, infirmier, donc, ou dans des formations liées à l'accompagnement social, donc assistance sociale, conseiller ESF, éducateur spécialisé, dans d'autres formations comme éducateur de jeunes enfants et auxiliaire périculture. Nous allons vous présenter les situations dans lesquelles on a pu se retrouver durant nos stages. Donc, moi-même, j'ai effectué un stage en EHPAD où j'ai travaillé avec une aide-soignante qui a été qualifiée par ses collègues au bord du burn-out et assez irritable. Et donc on a dû servir une soupe à une femme qui avait des problèmes cognitifs. Et en servant la soupe, l'aide-soignante s'est brûlée. Elle a voulu expliquer la situation donc, à la dame et celle-ci n'a pas compris et donc elle a rigolé. Et l'aide-soignante lui a répondu « J'espère que vous allez vous étouffer avec ». Et donc moi je comprends pas pourquoi comment on peut parler comme ça, je me questionne sur pourquoi on peut parler comme ça à quelqu'un et pourquoi ses collègues font preuve d'autant de passivité. Alors pour ma part, c'était aussi donc en EHPAD, une personne qui se plaignait beaucoup de douleur et donc qui criait beaucoup. Et lors des repas, les aides-soignantes l'isolaient, donc elle ne mangeait pas en salle et elle mangeait toute seule dans le couloir. Et lors des visites de la famille, il la remettait en salle à manger et il lui cachait à la famille qu'elle ne mangeait pas en temps normal en salle à manger et qu'elle mangeait dans le couloir. Donc pour moi ça m'a un peu gênée parce que de cacher quelque chose à la famille comme ça, et en fait j'ai trouvé qu'elle voulait plus se débarrasser de la personne, et ce qui m'a d'autant plus gênée c'est que l'EHPAD débutait un projet Humanitude. Durant mon stage, j'ai dû effectuer un dossier d'accompagnement avec un résident que j'ai choisi. Ce même résident m'a été déconseillé par l'équipe pluridisciplinaire parce qu'il était considéré comme assez entouré et n'aurait pas de besoin justifiant la réalisation de ce projet. J'ai trouvé ça injuste parce que pour moi, les résidents ont tous les mêmes droits et sont égaux. Donc moi j'étais stagiaire en EHPAD, donc avec une aide-soignante. On allait pour faire la toilette d'une patiente désorientée et qui avait des déficiences cognitives. Donc l'aide-soignante lui a parlé violemment et lui a exprimé très clairement « Tu me fais chier, mets-toi debout », alors qu'elle n'arrivait pas à se mettre debout. La patiente s'est mise à pleurer et exprimait le fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Donc moi je suis partie de la salle et j'ai préféré aller répondre à une autre sonnette plutôt que de rester vers l'aide-soignante qui lui parlait violemment. Et je suis retournée la voir plus tard et elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait et elle pleurait, elle se sentait mal dans sa peau. Voilà. Alors, une de mes camarades était en stage en EHPAD. Dans cet établissement, il y avait une personne qui était dépressive. Et avec observation, ma camarade a remarqué que cette personne elle était rejetée par le personnel et les autres résidents.
car cette personne communiquait mais de façon répétitive. Et le midi, cette personne était installée à une table, seule, loin des autres résidents, avec devant elle un plateau repas. Petit à petit, ma camarade, elle a doucement rapproché la table vers celle des autres résidents et elle lui servait les plats les uns après les autres, ce qui n'était pas le cas avant. Alors pour ma part, j'ai fait un stage dans un EHPAD qui travaillait principalement sur l'humanitude. Et donc j'ai pu voir différentes manières de pratiquer l'humanitude. Et donc un des principes était zéro soin de force sans abandon de soins. Donc par exemple, on allait pour faire un soin à une personne qui ne voulait pas qu'on fasse sa toilette. On prenait 2 aides-soignantes, donc une pour lui faire le soin et une autre pour rester avec elle, lui tenir les mains, lui parler, la regarder, la rassurer. Il y a aussi vivre et mourir debout. Donc plusieurs fois par semaine, nous choisissions des résidents pour pour les verticaliser. Donc ça se passait soit devant la télé ou dans une grande salle. Et on les mettait sur un verticalisateur, donc debout, avec un petit siège à l'arrière pour qu'ils puissent s'asseoir, et une tablette devant eux pour soit mettre le journal ou pour se tenir. Et il y a aussi le respect de l'intimité et de la singularité. Donc on respectait bien leur autonomie, leur dignité et la sexualité. Et surtout, par exemple, avant de rentrer dans une chambre, on toquait, on disait bonjour, le respect. Voilà. Merci. J'ai une question à vous poser, juste avant peut-être qu'on enchaîne. Est-ce qu'il y a des choses, vous l'avez dit un petit peu avec l'exemple que vous avez donné, mais est-ce qu'il y a des fois où ça se passait bien quand même? Ah bah vous, puis vous n'êtes pas toute seule quand même. Non, c'est-à-dire, vous nous avez décrit un certain nombre de phénomènes qu'on peut... Il y a un mot qui tendance un peu à crisper, mais des phénomènes parfois de maltraitance, qui ne sont pas forcément des maltraitances volontaires, ça on pourra en reparler ensuite avec les autres intervenants, mais des choses qui vous interpellent. Il y a deux, trois solutions qui ont été proposées. Par exemple, une personne âgée qui était un peu isolée comme ça au moment des repas, elle a fait rapprocher la table, c'était futé. Mais est-ce qu'il y a aussi, inversement, des pratiques, vous l'avez décrit un petit peu avec le zéro soin, forcé sans contrainte, sans pour autant qu'il y ait l'abandon de soins. Est-ce qu'il y a des pratiques qui, inversement, vous ont semblé plutôt vertueuses, plutôt positives dans ce que vous avez pu observer dans le stage? Et peut-être autre question, ces phénomènes que vous avez constatés, à quoi vous de votre point de vue et votre réflexion, à quoi vous les imputez? Qu'est-ce qui en est à l'origine pour vous? Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est des façons de faire? Est-ce qu'il y a un manque de formation? Comment vous vous positionnez éventuellement? Après, la plupart des aides-soignants qui ne savent pas rentrer dans l'humanitude ou dans le respect de la personne, c'est soit un manque de motivation dans le travail, ou soit un manque de formation, ou c'est un manque de quelque chose qui fait que ça va se... Ouais, mais d'accord. Juste pour un point de définition, éventuellement, vous parlez beaucoup d'humanitude. Vous entendez quoi par humanitude? Vous l'entendez comment, la notion d'humanitude? L'humanitude, c'est tout ce qui est respect de la personne, les bonnes pratiques, tout ce qui va au mieux pour réaliser un soin ou le bien-être de la personne. Répondre aux besoins de la personne. Et rien de positif quand même dans l'histoire? Oui, pardon. En fait, je pense qu'on se souvient quand même plus du négatif que du positif, parce que c'est quand même des situations, si on vous en parle, c'est que ça nous a vraiment choqués, quoi. Et on n'en a pas qu'une, c'est ça le problème. C'est qu'on a des feuilles avec beaucoup de situations, on vous en a dit qu'une, mais... Et donc c'est vrai que, pour ma part, j'ai tendance à plus me rappeler de ce qui a été négatif que le positif, parce que le positif nous semble tellement normal. Ça nous semble normal d'être respectueux envers la personne
on lui doit le respect de toute façon. J'avais été frappé en discutant avec vos professeurs, et c'était une des raisons d'ailleurs qui nous avait incité à adopter ce format de table ronde, qui nous avait dit, bon, ils sont revenus de stage, c'était pas les mots exacts, mais ils sont revenus de stage en me disant, vous nous avez vendu du rêve sur le travail, c'est quand même autre chose quand on est sur le terrain. Vous parlez beaucoup de motivation, quand même pas mal de profs, vous dites ils sont pas motivés, vous parlez, la première situation que vous avez décrite, c'était une aide-soignante qui employait le mode burn-out par exemple. La démotivation, enfin, le rapport des professionnels à leur travail que vous avez pu observer, vous en pensez quoi? Franchement, ça dépend vraiment des gens, mais il y a dans beaucoup de stages que j'ai fait où on sent vraiment la démotivation, c'est-à-dire que voilà, on arrive le matin à 6h en même temps que les aides-soignantes et la première chose qu'on entend c'est un soufflement parce que la journée ça va être compliqué, ça va être pénible. Les autres, vous voulez rajouter quelque chose? Après, moi je pense que ça dépend des équipes parce que on a pu faire pas mal de stages, donc on a vu pas mal d'établissements différents et ça se passe pas partout pareil. Et merci, encore heureux quand même, parce que si c'était partout pareil, ce serait quand même triste. Mais il y a quand même des équipes où c'est que ça va beaucoup mieux que d'autres. Enfin, ça dépend des personnes, voilà. Vous dites des équipes où ça va beaucoup mieux que d'autres, vous avez pu voir pourquoi? Ben, je pense qu'il y a des équipes déjà où il y a moins de manque de personnel, donc les personnes se sentent, ont plus de temps pour réaliser leurs soins et je pense qu'il manque aussi de temps et que c'est une situation de stress et que tous les matins ils se disent, ou l'après-midi, quand ils font leur toilette, c'est un peu ce qu'on entendait, c'est on n'aura jamais le temps, on n'aura jamais terminé à l'heure. Merci beaucoup. Avant qu'on donne la parole à des gens qui ont, j'ai vu beaucoup de choses à dire, j'imagine, vous devez prendre des notes. Est-ce que dans la salle, vous voulez poser quelques questions de précision, de complément aux lycéens? On pourra y revenir après ensuite, mais on a du temps, profitez. J'aurais juste voulu savoir si les remarques que vous effectuez là, vous en avez fait part. Alors, c'est très difficile quand on est stagiaire d'en faire part aux professionnels ou à l'encadrement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été vu ça avec vos professeurs pour faire justement un retour aux professionnels? Alors justement, comme vous l'avez dit, on en a tous parlé entre nous et en fait on trouve que notre place de stagiaire elle est quand même difficile et on a l'impression que c'est pas à nous de... Enfin, on n'est pas diplômé, donc on se sent mal à l'aise de dire à quelqu'un écoutez, moi je trouve que ça se fait pas ce que vous faites, quoi. Et pourtant on aurait... moi pour ma part, des fois j'aurais bien aimé leur dire, quoi. C'est dommage. Et au cadre des équipes, vous m'avez identifié comme quelqu'un, comme un interlocuteur, vous auriez pu aller nommer les situations interpellantes? Parce que... Les autres élèves, vous êtes dans la salle, vous avez la bonne place du coup, mais vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit vos collègues ou vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y en a un qui en a parlé à l'un des cadres ou à quelqu'un de personnel parmi vous dans vos différents stages? Ou à son professeur, ou à son professeur, oui, professeur, oui. C'est sur le stage. Sur le lieu, on l'a pas, on n'a pas stage, personne. Est-ce que devant votre stage, vous avez un référent du coup peut-être pour vous accompagner? Je ne sais pas comment s'organise exactement votre stage, mais du coup est-ce que vous avez une personne référente dans l'établissement pour vous accompagner dans votre stage? Donc on a des référents, mais le problème c'est que dans certaines fois ça nous est arrivé que notre référent ne travaille pas en même temps que nous. Donc on est pris par d'autres aides-soignantes et moi ça m'est arrivé lors de mes stages de passer plus de temps avec d'autres aides-soignantes que ma référente. Mais vous faites des bilans quand même durant ce stage, il y a un bilan, il y a un temps. Oui, donc à la fin de notre stage, de toute façon on a une feuille de bilan de compétences à remplir, donc qui est remplie par notre tutrice. Et là, du coup, vous avez
là, du coup, vous osez faire un bilan de votre stage quand vous avez Oui, généralement, ils nous demandent comment on a vécu notre stage, comment on s'est retrouvé face aux situations difficiles. Et c'est vrai que, pour ma part, personnellement, j'ai jamais osé dire bah écoutez, moi, une fois, il m'est arrivé telle situation, j'ai pas su comment réagir. Qu'est-ce qui vous retient? La place de stagiaire, je pense. Vous auriez peur de représailles ou... Ouais, je pense que c'est un peu ça, et puis on se sent pas, on se sent mal à l'aise, et on pense que c'est pas à nous de... on n'est pas diplômé, donc moi je me vois pas... Oui, c'est ça, c'est le statut d'élève. Vous pensez qu'il y a un problème de légitimité dans votre prise de parole pour pouvoir dire ce qui vous pose problème Oui, un petit peu. Ah, pardon, oui, allez-y. Je suis étudiante en kiné, moi, et je fais des l'éthique, c'est pour ça que je suis là. Et du coup, des stages, j'en ai fait aussi. Et j'ai comme vu des situations où c'est des trucs aberrants, hein, vraiment. Et si je peux vous donner un conseil, même si vous avez une place de stagiaire, vous êtes stagiaire, vous avez le droit d'avoir un avis et vous avez le droit de donner votre ressenti. Et je pense qu'il faut le faire parce que si on se dit ça tous, si tous les étudiants stagiaires se disent non, je suis stagiaire, j'ai pas le droit de parler, alors en fait c'est de nous que ça va changer. C'est que même si ton tuteur est pas cadre, c'est ce tuteur-là qui peut remonter ça au cadre, ce cadre-là qui va retourner ça à l'équipe. Et c'est là peut-être qu'on peut se dire ouais, mais il y a un problème en fait. C'est que même entre deux services, je sais plus qui disait que entre deux services ça pouvait différer, et c'est vrai. C'est que même sur le même étage, quand un étage est séparé en deux, j'étais dans le bon service, et quand j'allais de l'autre côté, j'avais pas envie d'y aller parce que je voyais très bien que les gens qui étaient en perte d'autonomie un peu sévère et qui avaient besoin du coup de plus de temps, plus de soins, étaient couchés à 14h parce que c'est fait, tu vois. Et ça, c'est pas normal parce que nous, du coup, on est obligé de s'adapter derrière. Enfin, c'est juste aberrant. Le patient, il va pas passer les 3 quarts de sa journée dans son lit, surtout qu'il a des possibilités de faire. Et je pense que, oui, c'est vrai, c'est difficile de parler parce qu'on est stagiaire et on n'est pas diplômé, mais je pense qu'il faut commencer par là, en fait. Même si c'est difficile, et à la limite, fais-le une fois que ton bilan de compétences, il est rempli. Mais c'est vraiment important, je pense, de le faire. Allez-y. Association Jalmal de Dijon, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Est-ce que quand vous faisiez des soins, vous étiez guidé, entouré, ou bien laissé un peu désemparé face à certaines situations difficiles? Ça dépend encore une fois du manque du personnel. Donc si on était en manque de temps ou en manque de personnel, on était en autonomie. Donc c'est-à-dire qu'on proposait, nous, des personnes, et suivant les aides-soignantes nous disaient oui, celle-là tu peux la faire ou celle-là tu peux pas la faire. Et donc du coup après on partait les faire toutes seules, et après chaque toilette on revenait vers l'aide-soignante et on lui disait ça s'est bien passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis mais après en soi on n'est pas en autonomie totale, mais voilà, encore quand il y a du manque de personnel, on se débrouille tout seul et puis on fait avec. Vous voulez compléter dans la salle? Ça dépend qui? Ça dépend des établissements aussi. Moi, je sais que mon dernier stage, je l'ai fait vraiment en autonomie. Autonomie totale. Mais le matin, on va ils ne disent pas oui ou non, ils viennent pas voir si ça va bien, on va pas, ils étaient même pas dans le couloir avec moi en fait. On est vraiment tout seul, on se quittait à 6h30, on se retrouvait à midi. Ah ouais. Moi personnellement, c'était pas comme ça. En première, j'avais quand même beaucoup de mal parce que avec les personnes âgées. Mais donc du coup, j'ai beaucoup été accompagné, et du coup, ça a permis de passer cette étape.
Et c'est vrai que maintenant ça va mieux. Puis en terminale, comme on gagne de l'autonomie, oui, j'étais autonome. Et, enfin, je croisais des étudiants qui me demandaient si tout allait bien. Et donc, du coup, je leur répondais oui. Mais en première, j'avais quand même beaucoup besoin d'aide. Donc du coup, oui, ça dépend des établissements. Donc des fois, heureusement que nos référentes sont là. Ouais. Après, c'est quand même un point positif parce que du coup, on a une prise de responsabilité, ce qui nous fait voir le vrai côté en fait de ce métier-là. Et parce qu'on dit souvent, oui, mais les aides-soignantes, elles sont souvent deux et tout. Mais encore une fois, quand il y a un manque de personnel et que l'aide-soignante, elle est toute seule, et ben, on est tout seul et il faut vraiment voir le vrai côté de ce travail. Ouais, alors, je voudrais juste vous poser une question. Ça fait 2-3 fois que vous exprimez le fait qu'il y ait un manque de personnel. Donc là, vous êtes en toute liberté, hein, vous êtes étudiant, il n'y a pas de souci. Est-ce que pour vous, c'est la seule raison de ces problématiques rencontrées? Franchement, parce que je vous explique, je ne me suis pas présentée, je suis cadre dans un service. Et c'est des propos qu'on entend régulièrement, on n'est pas là, c'est des propos qu'on entend régulièrement, quel que soit le contexte. Alors il y a des contextes où c'est tout à fait probable, mais il y a des contextes où c'est pas du tout le cas. Il y a très peu de patients, où il y a le monde où on connaît plus de l'aide et on entend encore ce discours. Donc je voudrais juste avoir votre regard neuf. Voilà, savoir si pour vous c'est uniquement lié à ça. Il y a principalement le manque de personnel, mais il y a aussi le manque de temps et les pauses aussi que les aides-soignantes font. C'est-à-dire qu'une pause, c'est censé être à 10 minutes, et il y en a, non, elles font des pauses de 3 heures en se disant, voilà, c'est une image, mais elles se disent on a le temps, et en final, à la fin, et à la fin, ça stresse, donc du coup, ça va dans la vitesse, on fait les choses mal, et donc du coup, donc moi d'ailleurs j'ai une situation en parlant de ça. Donc j'étais pareil, stagiaire en EHPAD et on avait des aides-soignantes dans cette EHPAD qui faisaient les choses assez vite et c'est la première fois en EHPAD que je voyais ça, que les toilettes étaient terminées à 10h. Pourtant avec un nombre de résidents, c'était au complet quand même. L'équipe était au complet aussi, mais à 10h c'était terminé. Et donc les étudiantes se mettaient en pause jusqu'à 11h50. Jusqu'à 11h50 et en attendant pour aller installer les personnes pour les repas. Et les premières fois je suis restée avec elles, mais après j'ai pris ma pause, je me suis levée et je me suis dit il y a des choses à faire, c'est pas parce qu'on pose les résidents comme ça devant la télé qui sont occupés, donc on peut faire des activités, on a plein de choses à faire, donc ça m'a un peu choquée de prendre une pause d'une heure, de presque 2 heures. Vous dites que ça dépend des équipes, et après ce que je viens d'entendre, est-ce que vous mettez en cause le management de l'équipe? Une autre question encore, j'ai la parole. Est-ce que ces faits que vous avez vécus sont de nature à remettre en cause votre projet professionnel ou à vous faire douter? Moi, honnêtement... Et enfin, dernière question. Pendant la semaine de votre stage, est-ce que vous avez des contacts avec vos enseignants? Est-ce qu'ils viennent vous rendre visite sur le lieu de stage? Alors, pour la dernière question, nos enseignants viennent nous rendre visite en stage. Après, on a leur adresse mail, leur numéro de téléphone, donc si on a un souci, on peut les joindre, il n'y a pas de souci. Et pour la question de remettre son projet professionnel en question, ça m'est arrivé honnêtement, il y a des stages où je rentrais chez moi le soir et je disais à mes parents mais je ne peux plus faire ça, c'est pas possible, je ne veux pas travailler dans des conditions comme celle-ci, je vais partir, quoi. Je vais faire autre chose. Et après, honnêtement, pour ma part, j'ai toujours voulu travailler dans le soin à la personne, donc c'est ce qui me motive à rester. Et je me dis que de toute façon, si personne bouge les choses et que nous, on n'est pas là en tant que nouvelle génération qui arrive, on a un regard neuf pour dire ce qu'on pense, pour changer les choses, personne ne le fera à notre place, donc c'est à nous de prendre conscience de ce qui se passe et puis d'essayer de faire son maximum pour que ça se passe dans de meilleures conditions pour la suite, pour nous, parce que on va travailler toute notre vie quand même, et dire si on n'est pas à l'aise dans notre travail, c'est un peu dérangeant, sachant qu'on y passe 3/4 de notre vie, quoi.
On pourra prendre une dernière question éventuellement après, on vous donnera la parole ensuite, mais on pourra passer à la seconde étape. Vous voulez, par rapport aux questions de Philippe Flammarion qui interviendra après, vous avez aussi quelque chose à rajouter les autres, ou dans la salle aussi? Sur la mise en doute de votre projet professionnel par exemple. Après oui, on se remet toujours en question par rapport à est-ce qu'on veut vraiment faire ça ou non. Mais voilà, encore une fois, il y a la motivation, il y a les professeurs qui nous disent des choses, qui nous font voir des choses, qui nous font avancer, quoi. Donc c'est ça c'est notre force en fait. Il y a Madame Kerland, vous la passez après si ça ne vous embête pas. Je crois que Madame voulait poser une question avant. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous aiderait à exprimer ce que vous voyez en tant que stagiaire, à passer cette barrière-là, mis à part le fait que l'évaluation soit faite, qu'est-ce qui vous aiderait à oser dire? Franchement, c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous aiderait, c'est votre question? Vous avez 3 heures, on revient après. Quel risque prendriez-vous de t'exprimer voilà, qu'est-ce que ça mettrait en touche pour la suite de vos études Je pense pas qu'on ait des risques d'exprimer de dire ce qu'on pense à la CAD ou je ne sais quoi, mais c'est juste pour nous, moi personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis pas à ma place pour aller faire des remarques comme ça en fait. Mais vous êtes à une place de citoyen, des futurs professionnels. Je donne juste la parole à Mireille Marie-Paul, si ça ne t'embête pas. Comme du coup vous passez sur la table ronde juste après, tu prends le micro, tu prends le pouvoir après. Madame Kerland, juste une dernière question, puis on passe à la suite. C'est par rapport à ces situations que vous avez rencontrées, que doivent vivre aussi d'ailleurs les personnels, par exemple de maltraitance ou d'énervement, on va dire comme ça, entre guillemets, vis-à-vis d'une personne. Est-ce dans l'équipe elle-même, les aides-soignants, le personnel parlent entre elles de ces situations, et est-ce que ça pourrait faire émerger quelque chose aussi? Est-ce que ça doit vivre? Elles doivent vivre aussi des situations difficiles, et est-ce qu'elles s'expriment là-dessus? Ça dépend des équipes, ça dépend des établissements, des personnes avec qui on est, ça dépend de plein de choses en fait. Alors, il y a des stages qu'on a eu où c'est que oui, et moi j'en ai eu où c'est que non, elle parlait pas de ça. Cette notion de communication, elle va être assez centrale dans la suite des propos qu'on va avoir. En tout cas, il y a qui on veut un contraste, et je ne sais pas si vous le partagez aussi, entre le sentiment d'illégitimité que vous décrivez d'un côté, et de l'autre, la notion de responsabilité, soit qu'on vous donne, parfois au-delà de ce que vous devriez faire en stage, et surtout celle dont vous faites preuve à la fois dans vos réflexions et dans vos actions sur le terrain, je trouve. En tout cas, ça me fait ça me saute aux yeux, puis ça me fait réfléchir aussi. Merci beaucoup. Vous pourrez reprendre la parole sans souci. Est-ce qu'on switch, ça vous va comme ça? Vous pouvez retourner dans l'amphi, et puis je vais pouvoir accueillir deuxième séquence. Alors, nous avons entendu ce que les lycéens vont nous dire. Vous les avez entendus. Alors je remercie à nouveau, je remercie également les professionnels de santé ou les acteurs du monde de la santé qui sont présents pour pouvoir répondre aux interpellations. Il y a plusieurs thématiques qui ont émergé, je vous laisse la parole dessus. Pour vous présenter très rapidement, vous laisserez le soin de compléter si vous voulez apporter des précisions, mais à ma droite, le Dr Jean-Pierre Ferry, qui est médecin coordinateur sur plusieurs EHPAD, Philippe Régenat, qui est directeur d'EHPAD à Mèche, sur les questions de management, il aura quelque chose à nous dire. Philippe Flammarion, qui est ancien directeur d'hôpital, mais aujourd'hui qui est présent au titre de représentant des usagers, président de l'ARUCA, l'association de représentants des usagers, et qui représente ici France Assos Santé. À côté de lui, Marie-Paul Renoir, qui est infirmière à l'équipe mobile, cadre infirmière. Voilà, je vais raisonner en discipline, pardon. Je dirais juste que je suis cadre à l'équipe mobile de soins palliatifs et on intervient dans les EHPAD de notre secteur pour travailler autour des situations difficiles de patients. Donc on intervient quand on nous sollicite, c'est-à-dire quand
Quand les EHPAD nous appellent, quand ils ne savent plus comment faire avec un patient, jusqu'où aller et tout ça, quand se posent des problèmes éthiques, des questions éthiques, on nous appelle et on vient aider les équipes. Et du coup, à côté d'elle, Sarah Levy, qui est cadre, mais sur l'unité de soins palliatifs elle aussi. Et pour terminer, Jacques Roux, qui est animateur bénévole, je vous laisse le soin, donc pas de souci. Voilà, je suis animateur bénévole depuis 10 ans en EHPAD. Donc j'ai été contacté par monsieur pour témoigner un petit peu des problèmes que vous avez soulevés aussi tout à l'heure. Alors, merci à vous d'être venus. L'exercice n'est pas facile, il n'était pas facile pour les lycéens de prendre la parole, mais ce sera peut-être pas facile de leur répondre. Je vais peut-être donner la parole en premier à vous, monsieur Régional, si vous êtes d'accord. Vous êtes directeur d'EHPAD. On a beaucoup parlé de ce problème de management. C'est la question que posait d'ailleurs monsieur Flammarion. On parle de manque de moyens, on y est revenu un petit peu dans la discussion. Quand vous entendez ces élèves parler un petit peu de ces pratiques qui les choquent ou de ces situations qui les interpellent, quel regard vous portez en tant que directeur d'un établissement de santé, un EHPAD qui accueille des personnes âgées, dépendantes, vulnérables? À peu près. Bonjour. Philippe Régénas, moi je suis donc directeur d'un EHPAD qui est géré par la mutualité française comtoise, sur la frontière suisse, dans le Haut-Doubs, à Mèche très exactement. Et on accueille 91 résidents, en accueil permanent, en accueil temporaire, en accueil de jour. Et nous avons également dans l'établissement ce qu'il est convenu d'appeler une unité de vie protégée qui accueille des résidents désorientés et déambulants. La première chose que je voulais dire, c'est je suis très heureux de pouvoir d'être là ce matin, parce que dans le contexte aujourd'hui où on est vous le savez bien, un véritable EHPAD bashing, avoir la possibilité de faire un petit peu de pédagogie, d'expliquer un petit peu les choses, pour moi, c'est un vrai bonheur. Il y a 3 types d'EHPAD. Il faut le savoir, ça, en France, vous le savez, les EHPAD publics sont gérés par la fonction publique, qui sont parfois adossés à un hôpital. Et puis ensuite, il y a les EHPAD privés, qui sont soit privés lucratifs, gérés par des grands groupes, soit des EHPAD privés non lucratifs, gérés par des associations, des mutuelles, c'est-à-dire des institutions qui sont membres de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai la chance d'être directeur d'un établissement privé non lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un directeur général qui ne me dit pas Philippe, il faut me faire un résultat à 2 chiffres. À la fin de l'année, il faut me dégager une marge supérieure à 10%. Mon directeur me confie par délégation la gestion de l'établissement. Évidemment, ça ne m'exonère pas d'être à l'équilibre, bien entendu, hein, c'est pas open bar, mais je n'ai pas comme objectif stratégique institutionnel de dégager une marque. C'est important, il fallait le dire, parce que on y reviendra tout à l'heure, je pense que ça veut dire un certain nombre de choses. Alors après, évidemment, moi, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que vous me parlez de management, monsieur Durand. Je pense que pour être bien traitant, vous le savez, vous l'avez entendu dans vos stages, il faut d'abord être bien traité. Et pour être bien traité, il faut que dans l'établissement, il y ait une vraie culture. À mon avis, ça passe par là, il faut inoculer dans l'établissement une culture de la démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà. Au-delà de ça, pour moi, point de salut. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit formaté du matin au soir et du soir au matin, démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà, alors je ne vais pas monopoliser le micro, j'y reviendrai sur les partenariats avec l'équipe mobile de soins palliatifs, sur les partenariats avec Jalma, je reviendrai sur l'humanitude, parce que l'humanitude c'est plus que ce que j'ai entendu. Voilà, mais juste avant, parce que j'ai peur d'oublier, je voulais clore un petit peu le débat sur la difficulté pour vous, stagiaires, de dire les choses, de les témoigner. Moi, ce que je dis
souvent aux salariés. J'ai 83 salariés dans l'établissement pour 91 résidents, mais ces 83 têtes, je n'ai que 63 ETP, équivalent temps plein. Globalement, en France, le taux, comment dirais-je, le taux d'encadrement, merci, le taux d'encadrement, il est de 60%. C'est-à-dire que pour 10 résidents, vous avez 6 professionnels. J'ai pas dit 6 soignants, j'ai dit 6 professionnels, tout métier confondu. Alors qu'en Allemagne, c'est du 8 sur 10, c'est du 80%, et dans certains pays, c'est du 1 pour 1. On y reviendra parce que ça interroge aussi la manière dont la société voit ses anciens aussi. Là, c'est un problème aussi de relation politique nationale à un certain moment. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Je dis souvent aux salariés qui travaillent dans mon établissement une chose toute simple. Qui ne dit rien consent. C'est-à-dire quand on ne dénonce pas, alors on est complice. Voilà. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas enlevé la difficulté de dénoncer. Mais par exemple, chez nous, on a mis en place un système de déclaration d'événements indésirables qui peut être aussi anonymé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité de décliner son identité pour dénoncer via un logiciel de gestion de la qualité et de la gestion des risques un événement qu'on repère comme indésirable. Parce que ce que vous avez vu et ce que j'ai entendu, c'est de la maltraitance, c'est des événements indésirables. Voilà. Alors on y reviendra, mais surtout, il faut dénoncer. Parce que sinon, vous ne faites pas avancer la cause de la démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà. Je ne voudrais pas monopoliser le micro, j'y reviendrai parce que j'en parlerai pendant des heures. Mais ouais. Oui, c'est du management. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, je rebondis peut-être en vous donnant la parole, Dr Ferry. On parle d'amélioration de la qualité, on parle d'humanitude. Je me souviens que dans les situations qui ont été évoquées par les élèves, une des élèves disait que ça s'est produit alors que l'établissement s'engageait dans un projet humanitude. Vous avez en particulier développé énormément la démarche de réflexion éthique. Vous vous occupez du comité interinstitutionnel dans vos établissements. Vous avez mis en place des ateliers de cheminement éthique auprès des soignants. Globalement, qu'est-ce que ça vous évoque, là, ces situations qu'on nous a données? Et puis moi, j'aurais même une question un peu plus spécifique autour du risque éventuellement qu'il y aurait dans l'instrumentalisation de l'éthique, des fois, par rapport à certaines problématiques qu'on rencontre. Comment vous, qui animez énormément de réflexion éthique auprès des professionnels, vous envisagez la manière de les résoudre un petit peu? Bon, voilà. Donc, je vais être coordonnateur. On n'est pas beaucoup nombreux amis. Je connais relativement bien le milieu, mais en tant que médecin coordonnateur, je ne suis pas directeur d'EHPAD, donc je ne suis pas dans l'organisation de la maison. Et donc, pour revenir à la journée d'aujourd'hui, j'ai été vraiment très interrogé par cette vision que vous vivez dans les EHPAD. Ça ne peut que me conforter dans cette dynamique que j'ai un petit peu mis en route avec le collectif, parce que je travaille dans le cadre de la collectif. Alors, en tant que stagiaire, c'est vrai que vous avez une position qui est compliquée, qui est difficile, qui est livrée à vous-même. Moi, j'ai connu des stagiaires qui sont retrouvés un jour ou l'autre, comme ça, ils ouvrent la porte, là, le président était mort dans le lit. C'est vrai, quand on a votre âge et qu'on démarre dans un milieu qui est quand même un milieu de personnes âgées, c'est quand même difficile, compliqué. C'est quand même des chocs importants. Je veux dire, il y a tout un travail à mon avis avec les stagiaires. Que vous faites, vous avez le mot. Je vais revenir sur le champ un peu de l'éthique, puisqu'en fait, on est quand même dans ce cas. L'éthique a un avantage, avant d'abord d'être instrumentalisé, c'est qu'on est un petit peu dans ce champ d'éthique, on est dans le questionnement. C'est là où vous êtes. Vous êtes dans le questionnement devant des situations. Et on se questionne devant des situations très dures. Les idées que vous avez, enfin les exemples que vous avez montrés sont là. Et aussi, il faut se questionner dans des choses qui sont beaucoup plus banales et auxquelles on ne fait plus attention. Alors, je
pourquoi je reviens sur cette notion d'éthique et sur cette notion de questionnement, c'est que finalement, c'est votre solitude par rapport aux établissements aux autres profils qui nous le posent. Le travail que je fais par exemple dans les ateliers d'éthique, quand il y a des stagiaires, moi je les accepte. Ils viennent dans. Pourquoi? Parce que quand on entre dans le champ d'éthique, dans le questionnement d'éthique, tout le monde est là. C'est ça qui est important. Il n'y a pas, si vous voulez, dans ce moment, et c'est ça qui est compliqué à faire, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu, c'est que tout le monde est sur le même niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous égaux. Quand on est dans cette réflexion-là, le stagiaire, il vient avec son métier futur. L'infirmière, elle vient avec son métier, l'aide-soignante, c'est avec son métier, le directeur ou les autres, chacun est avec son métier, dans le respect du métier des autres. L'égalité de parole, l'égalité de ce qui est dit est là. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais c'est ça qu'il faut sentir. Mais on ne vient pas seulement avec son métier, on vient aussi avec sa propre personnalité, son vécu. Et c'est un peu cet amalgame qui fait que les choses peuvent se dire et les choses peuvent avancer. Et je vois mon expérience dans les ateliers, dans les ateliers, il y a des étudiantes, il y a des ASL, ou ça prend des ASL, des gens qui sont plus en ASL, des psychologues et tout ça. Et si vous voulez, une fois que l'équipe fonctionne, on est dans une discussion où chacun va apporter ses convictions, ce qu'il pense, dans le respect de l'autre. Et ça, vous pouvez difficilement l'avoir, vous l'avez. Alors je pense que c'est vraiment une des choses importantes, c'est ce travail dans les équipes. Et donc on s'en met, vous faites percevoir des équipes qui sont en difficulté. C'est pas facile, c'est compliqué. Dans tous les établissements, c'est différent. C'est ça que je t'ai dit, sur le plan. Vous voyez, c'est là où l'éthique, pour moi, est importante. On n'est pas dans la résolution des problèmes de service, vous en avez eu beaucoup. Des services, manifestement, il y a des problèmes d'organisation, manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement. Mais on est dans le partage des difficultés. Je vois que dans ces ateliers-là, le regard des personnes évolue, échange, et c'est aussi un des facteurs de lutte contre le burn-out. Parce que c'est des mouvements. C'est à peu près compréhensible ce que tu dis. Ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Dans toutes vos situations, on décline les principes de l'éthique. Je rappelle qu'il y a des grands principes entre l'autonomie de la personne. Je vois que dans une situation, je ne pense pas qu'on ait demandé à la personne fondamentalement ce qu'elle voulait, même de la mettre debout pour la faire manger sur une machine. Non, ça peut me poser des questions. Peut-être que la personne n'a pas vraiment envie. Je pense que pour l'animation, par exemple, si quelqu'un veut faire une animation, il y a tout ce questionnement de la personne et le respect de sa volonté, qu'elle soit démente ou pas. La maltraitance sur la lune, c'est clair. On a vu beaucoup de maltraitance. Celle-là, elle est un petit peu moins décrite dans vos retours. Et puis, le principe de justice, on voit très bien le choix du stagiaire, le choix du patient, pourquoi je ne prends pas celui-là, pourquoi l'autre, pourquoi pas lui. Et tous ces principes-là, on les retrouve. Voilà. Je crois que c'est à peu près ce que je peux dire. Alors après l'instrumentalisation politique, c'est non, mais vous y avez parfois, c'est vrai. Vous y avez répondu, puisque vous avez montré comment, à partir des situations de maltraitance ou de questionnement qui sont présentes à vos élèves, l'abord éthique des pratiques, mais l'abord éthique pas sous l'angle de certain nombre de règles qu'on respecte aveuglément comme ça, mais sous l'angle du questionnement. Ça permet à la fois de travailler un peu plus sur le fond. Vous avez rappelé cette notion d'autonomie qui est souvent, quand je disais, dans personnes âgées et âgées, mais aussi personnes, on y revient avec cette notion d'autonomie. Et puis ça permet aussi de résoudre une partie des problèmes qui ont été évoqués sur la forme, autour de la légitimité de la participation, avec la notion de réflexion éthique, aussi bien dans son versant interdisciplinaire que dans son versant collégial. Elle permet à chacun, aussi bien en tant que professionnel qu'en tant qu'être
humain, de pouvoir participer à un questionnement. Sur cette notion de communication, peut-être on peut vous donner la parole, Sarah Leduc et Marie-Claude Lenoir, aussi bien sur le côté, parce que je sais qu'au Soins Palliatifs, vous avez beaucoup travaillé autour des staffs d'éthique, justement sur cette notion de communication dans des situations complexes. Et puis peut-être, si vous voulez dire éventuellement quelques mots par rapport à la discipline, entre guillemets, je sais qui est la vôtre autour de la fin de vie, de l'accompagnement de la fin de vie. Ouais, je commence. Moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà, je trouve tous ces jeunes, je voulais vous dire quand même, c'est bien courageux là, de nous ramener un peu toutes ces situations, et bien, en tout cas, les remercier pour leur retour. Les situations interpellantes que vous avez nommées, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Paul, je pense qu'on peut en faire aussi un questionnement et une porte d'entrée dans une réflexion d'équipe. Justement, les aides-soignantes ou les professionnels que vous décrivez dans les situations qui sont plutôt maltraitants, voire maltraitants. C'est pas entendable, mais n'empêche qu'il y a peut-être une raison à tout ça. Et qu'on peut questionner d'autres choses en amont de tout ça, que ce soit sur la prise en charge du patient, sur la situation de chaque patient, parce que chaque patient est unique. Et voilà, c'était ça que je voulais surtout dire en fait, tu vois. Et que ça peut être de votre rôle aussi et de votre responsabilité en tant que futur professionnel. Moi, je le vois dans le service. Par exemple, quand vous avez un soignant qui sort d'une chambre ou vous entendez, ça arrive, des soignants qui sortent en disant « ce patient, il fait chier, franchement ». Non mais c'est vrai, c'est du quotidien, ça peut arriver. Et bien ça doit interpeller. Et ça doit mettre la puce à l'oreille. Alors si ça ne vous la met pas à vous, en tout cas, les responsables ou les encadrants ou même les médecins ou parfois les collègues disent tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là ça vaut le coup quand même d'aller questionner qu'est-ce qui peut se passer autour d'un patient et de se mettre autour d'une table. C'est pas de la perte de temps. Faut pas toujours se réfugier derrière le manque de temps, parce que prendre du temps pour questionner des choses et discuter en équipe, c'est du gain de temps pour après quand même. Mais voilà ce que je tenais à dire, comme ça un peu répondre à ta question, Normand. Je sais pas si j'ai été claire. Si. Après, sur l'encadrement, Sarah Ducon me fait faire une transition que je voulais vous en parler, mais il n'y a pas, enfin nous du coup on travaille pas mal avec les EHPAD de notre secteur, mais on voit bien ceux qui ont dans leur démarche institutionnelle, dans leur projet institutionnel mis ça en avant, c'est-à-dire on veut travailler avec vous, équipe mobile de soins palliatifs, parce qu'on veut travailler sur nos pratiques, sur la prise en charge de la fin de vie, et ceux qui ne le font pas. Ceux qui le font, ils se mettent dans une vraie démarche. Alors, amélioration de la qualité, oui, après attention à la démarche qualité qui parfois nous fait entrer dans des cases où peut-être il ne faudrait pas y aller tout go comme ça, il faut se re-questionner tout le temps, mais bon, je suis d'accord quand même en tout cas avec la démarche d'amélioration continue de la qualité. Mais en tout cas, nous, voilà, il y a des EHPAD avec lesquels on bosse tous les mois, par exemple. Tous les mois, on a une réunion avec toute l'équipe, et les stagiaires, bien sûr, sont invités à ces réunions, où ils vont ils vont parler d'une situation, ils vont nous dire là c'est difficile, là on a plein d'émotions, on est en colère, on a peur pour ce patient-là, on se confronte avec la famille, on ne sait plus comment y réfléchir, aidez-nous. Et du coup, nous, on vient juste aider l'équipe à trouver ses propres réponses. On ne vient surtout pas apporter une espèce de solution plaquée qu'on plaquerait dans les pannes. Donc là, bien sûr, les stagiaires sont là et les soignants sont là, mais s'il n'y a pas une vraie volonté institutionnelle, une vraie démarche, donc des encadrants de l'EHPAD, le directeur, les cadres ou les IDEC, les infirmières coordinatrices et les médecins co, on n'y arrivera pas. On n'arrive pas qu'avec l'équipe. Il nous faut vraiment une espèce de binôme ou trinôme d'encadrement qui vient porter ce projet-là, qui impulse. Et puis quand même, on vient de faire un travail, alors c'est au CHU, mais sur l'interprofessionnalité, sur les différents métiers de la santé. Et on voit quand même que le métier d'aide-soignant, c'est le métier qui est le plus en tension actuellement. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes certainement, mais quand même, ce que les soignants nous disent avec leurs propres mots, c'est on est fatigué, on est blasé, on est démotivé, on se demande à quoi bon, on est les boniches, on est les entre-deux, on est les... Donc il y a tous ces mots-là qui ressortent de la part des aides-soignants. Donc c'est un métier sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on ait une vraie réflexion un peu de fond, quoi.
plutôt que de vous laisser, enfin je sais pas, se battre peut-être aussi sur des questions, j'en sais rien, là, je pose des questions, mais qu'est-ce qui fait qu'on envoie des jeunes de 17-18 ans, du coup, si vous êtes au bac, et qui se retrouvent tout seuls à faire des soins dans un EHPAD, alors qu'il leur manque quand même un petit peu de formation, même si la formation doit être très... Ben, oui. Si vous dites que vous validez 5 modules sur 8, ça veut dire que du coup vous n'avez pas toute la formation. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on envoie ces jeunes-là tout seuls dans une chambre devant un patient, un résident, qui peut-être va vous dire j'en ai marre, je voudrais qu'on me tue, ou je voudrais que ça s'arrête, ou je voudrais mourir. Enfin, voilà, je comprends bien que vous puissiez être complètement désemparés. Et je trouve que vos situations, mais c'est bien que vous les rameniez. Alors après, oui, c'est certainement bien d'en parler à l'équipe. Mais en tout cas, c'est bien d'en parler là. Je me permets peut-être de me tourner vers vous, les élèves. On parle justement de fin de vie. J'avais lu la liste des situations que vous aviez rapportées à vos professeurs, et c'est vrai qu'il n'y avait pas, à mon souvenir, de situations particulières en lien avec la fin de vie. Moi, je suis arrivé dans le champ d'éthique médicale avec Régis Aubry qui disait, voilà, il y a un impensé autour de la fin de vie, dans le système de santé, dans la société, et j'ai eu un peu la même impression en lisant. Est-ce que vous avez été confronté directement ou indirectement à des situations de fin de vie ou à des, qui, pour le coup, vous ont fait réfléchir? Oui, moi pendant un stage à l'hôpital où j'étais dans un service de médecine polyvalente et gynécologie, j'ai Alors oui, moi j'ai participé durant un stage en hôpital à un débat éthique concernant la fin de vie d'un patient, et donc avec l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est vrai que j'ai remarqué que et donc, moi j'ai pas participé activement, on va dire, au débat, mais j'ai pu voir que vraiment, en ce qui concernait les aides-soignantes, elles se posaient vraiment beaucoup de questions et qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait peu de réponses en fait. C'est de... Oui, bah voilà. Mais avant, enfin, je te l'avais dit par mail, mais en EHPAD, moi aussi, je suis assez sidérée du fait qu'on a du mal à parler de fin de vie. Parce qu'on est sur l'EHPAD qui serait l'équivalent du domicile, on est sur un lieu de vie, on fait des projets de vie. Et du coup, quand nous, par exemple, on vient questionner les soignants sur ce résident-là qui est dément Alzheimer, stade évolué, qui a 90 ans, est-ce qu'il est en fin de vie? Souvent, les soignants, enfin, ils se sentent complètement déboussolés par l'idée qu'on pourrait poser. Alors en plus, c'est surtout pas poser une étiquette fin de vie, c'est juste, justement, si on parle de fin de vie, on va parler de vulnérabilité et on va se poser la question de jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on hospitalise toujours à chaque fois qu'il fait un problème et tout ça. Donc c'est justement pour y réfléchir plus qu'on poserait cette étiquette fin de vie, mais on a du mal, on n'est pas là-dessus. Hein. Tous les professionnels ne sont pas au clair avec ça. Je crois que la notion de définition est compliquée. Généralement, on parle de fin de vie, c'est qu'ils vont mourir. On peut dire que la fin de vie commence dès l'entrée de l'EHPAD et peut-être même encore avant. C'est assez vaste. Mais c'est vrai que c'est important, et je rebondis un peu sur le titre, c'est ça, je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais c'est que on vit des situations, alors où on les accompagne gentiment, on se laisse embarquer, nous on essaie d'anticiper un peu les choses. Et c'est vrai qu'un des apports de la réflexion éthique, elle est là. C'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper, de savoir que la décision qu'on va prendre, on ne sait pas si c'est la bonne à 100%, parce qu'on ne maîtrise pas tout, généralement on est dans une situation très compliquée, c'est ce que vous avez pu voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a des choix à faire. Mais dans tous les choix à faire, il faut anticiper ce que les choix vont générer derrière. Ça, c'est le grand problème que pose la team actuelle. Donc je pense que c'est ça. La notion, je rejoins bien la dire, c'est pas parce qu'on va discuter en équipe par rapport à nos résidents de il est en fin de vie ou qu'on
commence à accabler tout ça, qu'on va condamner et qu'on pousse les gens à vivre dans une éducation pratique. C'est beaucoup plus positif. Je reviens sur votre... Si vous avez participé à cette réunion-là, là, les équipes de soins palliatifs sont éminemment précieuses. C'est vrai que vous, pour vous exprimer dans un groupe comme ça, c'est compliqué. On parle de légitimité. Quelle est votre légitimité en tant que stagiaire? Même si on vous donne la place, après, il faut arriver à cette réunion. Ça, c'est pas toujours simple. Plus on est à l'aise dans une équipe, peut-être plus la culture est là, plus ça peut être facile à faire. D'ailleurs, je une précision, c'est la raison pour laquelle on expérimente à Besançon, à l'initiative du professeur Aubry, un enseignement interparcours en formation initiale de santé. Alors c'est les écoles professionnelles qui sont rattachées administrativement et universitairement à l'UFR Santé, donc les cursus aides-soignants n'en font pas partie encore, mais rien n'interdit sur le principe de les associer. Un enseignement à la démarche de questionnement éthique qui repose aussi sur l'apprentissage du débat, la participation, prendre la parole, argumenter, délibérer. Vous préfigurez un petit peu ce travail-là au lycée Pauline Victor, je regarde Frédéric Fouillet. C'est un enjeu de formation aussi, les obstacles que vous décrivez. Ne serait-ce que, si je peux me permettre, de savoir utiliser les bons mots, en fait. Enfin, moi, en philo, je travaille essentiellement là-dessus, sur le bon mot pour la bonne idée. Et je pense que c'est très très utile et c'est ça qui développe parfois. Ça et la confiance en soi. Et puis tout le monde n'est pas la même chose sur le même. Je reviens sur les étoiles. Je pense qu'en bien, le vrai moteur des étoiles sont les étoiles. Elles sont là. Excusez-moi, le moteur, c'est pas bon, mais les vrais, on va dire, elles sont au cœur du métier. Elles sont. En tant que médecin, je vais me positionner en tant que médecin. Moi, je suis handicapé par rapport à quand on discute d'un résident en complexité. Moi, je vais avoir. D'abord, je suis pas médecin traitant. J'ai déjà ça en moi. Je suis médecin coordonnateur. Donc, j'ai une image très, très éloignée. Et quel serait l'intérêt de cette interdiscussion? C'est que moi, je vais avoir un regard médical, on reste chacun de son métier, on ne va pas trifouiller dans le métier des autres. Je reste dans mon métier, donc je vais avoir un regard relativement médical sur la personne. Mais sa vie quotidienne, ses aspirations, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle pense de la mort, parce que c'est quand même de la vie, on ne peut pas parler à notre qui va ce matin. Donc finalement, si on ne partage pas tout ça, moi je suis un handicapé, je suis à moitié. J'insiste, je vous rejoins sur ce que vous dites, j'insiste quand même sur le rôle essentiel aussi de l'encadrement. De l'encadrement pour permettre justement que la parole se fasse, le rapport de confiance qu'on peut tenter en tout cas d'impulser et de mettre au sein d'une équipe pour que justement il y ait du débat éthique, du questionnement possible. Oser prendre la parole, ils l'ont plutôt bien nommé. Voilà, je voulais juste... voilà, parce qu'effectivement, la parole de chaque professionnel est importante, mais tout ça, il y a aussi... là, on parle du fond, mais il y a la forme aussi qui doit permettre tout ça. Oui, elle ne peut pas se développer dans la Non. Et je me permets, je vais juste rajouter au propos que Sarah a donné là, faire le lien un peu avec ce que les jeunes disent, qui sont nos futurs professionnels. Hein. Gardez votre œil neuf, gardez-le, parce que c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ces yeux neufs qu'on avance. Peut-être que je voulais vous poser la question tout à l'heure, les professionnels que vous avez rencontrés, qui ont eu des propos difficiles, qui ont montré une saturation un peu dans leur travail, ce qui n'excuse absolument pas leurs propos et leur attitude. Moi, je voudrais juste savoir si c'est des gens qui ont une longue ancienneté. Est-ce que c'est des gens formés? Est-ce que c'est des gens qui sont là depuis 15 ans? Est-ce que ça, c'est important pour moi? Majoritairement, pardon? Majoritairement, oui. Ouais. Donc, vous voyez où je veux vous emmener, quoi. Réfléchissez à ça. Et puis, ce que je voulais rajouter au propos de Sarah, c'est que oui, on a un constat dans les services d'une attitude des aides-soignants qui manquent de motivation. Je dirais pas de démotiver. Mais je trouve aussi qu'il y a un problème que je rencontre actuellement, c'est que les gens travaillent en oubliant le sens
qu'ils mènent dans leur travail. Moi, je suis confrontée régulièrement avec les aides-soignants où je souhaite qui développent leurs responsabilités, qui développent leur rôle et qui n'osent pas. Et c'est ça qui va maintenir leur motivation. C'est pas la reconnaissance financière, c'est pas tout ça qui maintient une motivation. C'est le rôle qu'on a dans un service, le rôle qu'on a auprès des patients. Et ça, vous l'avez en gardant votre sens au travail. Quel est, je le dis régulièrement aux étudiants et soignants qui viennent, quel est l'intérêt de faire une toilette complète tous les jours à un patient qui a 90 ans? Quel est l'intérêt? Alors, c'est le moment, je crois, de rebondir sur ce qu'on a entendu tout à l'heure, et le mot a été prononcé d'humanitude. Et quand on parlait un petit peu de définition, vous voyez que c'était compliqué. Humanitude dans le champ des EHPAD, c'est une philosophie, c'est aussi surtout une méthode. Une méthode qui est développée par ses pères fondateurs, que sont Ginès et Cassetti, et qui donne justement sens au travail. J'abonde à 100% à ce que vous dites. Évidemment, au-delà il y a deux manières de manager quelqu'un. Soit on lui met une enclume au-dessus de la tête, soit on lui explique pourquoi c'est important d'aller là, tout simplement. Et moi, en tant que directeur, je pense que c'est... Moi, je suis comptable de ces moyens qui sont mis en place. On n'a pas parlé des autorités de contrôle et de tarification qui régissent l'environnement des EHPAD. Il y a l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur le soin. Il y a le Conseil départemental sur la dépendance. Et bien sûr que tout est aussi une affaire de moyens, mais pas que. Moi, dans ma fonction de directeur, je vais chercher de l'argent. Je suis à l'affût de ce qu'on appelle les CNR, les crédits non reconductibles. Et ces crédits non reconductibles, qui existent tous les ans, permettent de mettre en place parfois un certain nombre d'initiatives, comme par exemple les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle qui sont mis en place dans l'établissement. Un atelier d'analyse de la pratique professionnelle, c'est dans un lieu complètement sécurisé, anonymé, sans direction, animé par un tiers extérieur, pas le psychologue de l'établissement, mais un psychologue extérieur à l'établissement, où on libère la parole et où on explique justement que celui-ci je le par-dessus la tête et que voilà. Bon, comment les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle, sur une autre démarche, sur c'est pas un petit coup d'épée dans l'eau, c'est au moins 10 ateliers de 2 heures par an, au moins. Il y a aussi tout le domaine de la QVT, la qualité de vie au travail. Encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas être bien traitant si on n'est pas bien traité. Parfois, l'ARS tend des perches d'ailleurs aux établissements et elle nous a tendu une perche récemment pour nous aider à mettre en place des partenariats avec l'ARACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Parce que oui, ce métier d'aide-soignant, le docteur Ferry le disait, enfin j'abonde à 100%, c'est la pierre angulaire de nos organisations. On a d'ailleurs un mal de chien, on a voulu recruter des aides-soignants, on n'en a pas assez. Ce qui génère effectivement, ce que je disais parfois, des dysfontages. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le diplôme d'aide-soignant, mais qui a 4 ou 5 années sur lui, qui fait le métier d'aide-soignant. Ben oui, mais comment on peut parler de qualité derrière mettre en place toute une démarche qui vise à travailler la qualité de vie au travail avec les instances représentatives du personnel, avec les représentants de proximité, les anciens CHSCT. Voilà, et bien c'est quelque chose qui permet aussi à un certain moment de se donner, en tant qu'aide-soignant, en tant que professionnel, de se sentir reconnu, acteur, participant à un projet, le projet d'accompagnement personnalisé, le projet de la démarche d'amélioration continue de la qualité, le projet, on peut l'appeler comme on veut. Ce qui est important, c'est quel est le sens, parce qu'effectivement c'est ça, rien n'existe en dehors de ça, rien n'existe en dehors du sens qui guide ma pratique. Qu'est-ce qui fait que je suis à 6h45 en poste en tenue dans mon service? Monsieur Tamari, peut-être donner la parole aux représentants des usagers. On a parlé de maltraitance, dont on a vu aussi qu'elle s'exerçait aussi bien sur les soignés que sur les soignants, que d'ailleurs le phénomène était lié. On a entendu aussi dans les situations qui étaient rapportées des situations
d'inégalité qui étaient nommées, des résidents dont on estimait qu'ils n'avaient pas besoin d'un accompagnement plus élaboré, plus poussé, qui pose la question de l'égalité et du respect du droit des usagers. Je me souviens vous avoir entendu il y a 2 ans, dans une de nos conférences d'ailleurs, à l'occasion du travail sur la transgression, on parlait de la transgression des principes de l'éthique, vous posiez la question de savoir comment, après tant d'années de réglementation contre la maltraitance, on observait toujours des phénomènes de maltraitance. Comment, en tant que représentant des usagers, vous positionnez par rapport à ce que les lycéens disent, comment vous envisagez la suite avec eux, comment on agit contre la maltraitance et comment on peut remettre l'usager au centre des décisions qui les concernent, surtout que, comme on l'a encore précisé tout à l'heure dans le cadre des EHPAD, ce sont normalement des lieux de vie. Oui, merci M. Durand. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un tout petit retour en arrière pour vous montrer quand même qu'il y a eu depuis plusieurs décennies des progrès importants de fait en matière de prise en charge des personnes âgées. Lorsque j'ai commencé ma carrière de directeur d'hôpital, je vais vous passer à vos yeux pour un dinosaure, en 1975, Madame Veil était ministre de la Santé à l'époque. Et à cette époque, les établissements hospitaliers, sanitaires, géraient quasiment tous l'hospice. On appelait ça l'hospice. L'EHPAD est un terme récent. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un centre hospitalier d'importance, dans un autre département, qui gérait l'hospice, dans un village éloigné, qui était l'hospice départemental à l'époque. On y trouvait des personnes à partir de 60 ans, dont certaines travaillaient d'ailleurs, avaient des petites tâches au sein de l'établissement, pour lesquelles elles étaient même rémunérées. Voilà. Et c'est l'époque à laquelle, en 1975, on a commencé à parler d'humanisation, grâce à Madame Simone Veil. L'humanisation des hospices. Alors, ça commençait essentiellement sur un plan hôtelier, c'est-à-dire à partir de cette année-là, ou peu au prou, on a commencé à rénover les hospices, à supprimer les salles communes. C'est pas vieux, 1975, pour vous petit, mais pour nous, moins. On a commencé à supprimer les salles communes. Il y avait des quasi-dortoirs de 5-6 personnes qui cohabitaient, je ne dis pas dans quelles conditions. Mais on a aussi commencé à parler de qualité à cette époque-là, d'éthique. C'est l'apparition des premières chartes. La charte du malade, la charte du patient, de la personne âgée, etc. Voilà. Donc il y a quand même eu, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, des progrès considérables de fait. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de répondre davantage à votre question, Armand. Donc effectivement, il se trouve que je suis représentant des usagers dans le cadre d'une association locale, ainsi que dans le cadre de France Assos Santé. France Assos Santé, c'est, pour faire bref, une association nationale avec des délégations régionales qui regroupe, qui fédère un certain nombre d'associations nationales ou locales agréées pour représenter les usagers. Tout cela dans le cadre de ce qu'on appelle pompeusement la démocratie sanitaire, qui a vu le jour avec la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur la démocratie sanitaire et la qualité des soins. Voilà. Donc depuis cette date-là, depuis cette loi Kouchner, enfin un peu plus tard, parce qu'il a fallu bien sûr la mettre en musique avec les décrets d'application, etc., sont apparus dans les établissements sanitaires. Parce qu'en France, on aime bien séparer le sanitaire, le social, le médico-social, d'un côté la maladie, de l'autre côté le social, etc. Il fut un temps même où, justement, les hospices qui étaient rattachés aux établissements hospitaliers, on voulait les en détacher pour les rendre autonomes à cette époque-là. Donc, depuis 2004,
4, 5, 6. Oui. Il existe dans les établissements sanitaires, cliniques et hôpitaux, hein, des commissions des usagers, ça s'appelle, la CDU, représentant des usagers. Ils sont désignés par le directeur général de l'ARS sur proposition des associations qui ont ce fameux agrément. Voilà. D'un autre côté, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, il n'y a pas de représentant d'usagers en tant que tel. Il y a ce qu'on appelle le conseil de vie sociale. Je pense que vous en avez entendu parler, qui normalement réunit des représentants des résidents. Je ne dirais pas des patients, hein, nous sommes dans le médico-social. Je parle de, pour moi, le patient c'est l'hôpital, le résident c'est le médico-social. Excusez-moi, mais parfois la frontière est d'ailleurs très floue, hein, ça relève purement de la sémantique. Donc des représentants des résidents, de leur famille, et également du personnel de l'établissement. Voilà. Et la CDU d'un établissement sanitaire et le conseil de vie sociale d'un établissement médico-social, donc n'ont pas la même proposition, c'est ce que je vais vous dire, mais n'ont pas non plus le même objectif, la même compétence. Mais je voudrais vous citer l'exemple d'un établissement que je ne vous citerai pas, mais vous allez peut-être le reconnaître, dans lequel je suis représentant des usagers. C'est un gros établissement, je parle de l'entité juridique. C'est un gros établissement qui compte une soixantaine de places de long séjour, donc versus sanitaire, avec une CDU, une commission des usagers, d'accord. Et puis à côté de ces 60 lits, compte, je crois, 150 places d'EHPAD, avec unité protégée, enfin tout le panel des aménagements que l'on peut trouver dans un EHPAD. Et cet établissement, il a donc sa CDU, il a donc ce conseil de vie sociale, qui travaillent chacun de leur côté. Alors que moi, je ne fais pas de différence de nature entre la prise en charge de la personne qui est dans la section de long séjour et celle qui est dans l'EHPAD. Pour moi, la frontière, je ne sais pas par où elle passe. Et pour moi, les problèmes de l'un sont les mêmes que l'autre. D'ailleurs, la démarche qualité de cet établissement s'adresse tout autant au versant sanitaire qu'au versant médico-social. Voilà. Et tout cela pour poser la question de savoir comment, dans ces établissements-là, on entend la parole de l'usager, comment on entend la parole du résident. Connaissant des personnes qui séjournent en EHPAD, donc j'ai une petite idée de la façon dont ça se passe, et c'est aussi très inégal d'un établissement à l'autre. C'est vrai que il n'y a peut-être pas la même place, la même écoute donc de l'usager dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social. Et nous souhaiterions, enfin un certain nombre d'associations de représentants d'usagers, que le secteur, que la démarche soit rendue homogène. Et pour en terminer avec l'exemple de cet établissement où je suis représentant des usagers, cet établissement a mis également en place, on peut appeler peut-être pompeusement un comité d'éthique, qui est une instance de réflexion, qui traite aussi bien des cas du sanitaire que des cas du médico-social, d'ailleurs qui sont les plus nombreux, où tout membre du personnel peut apporter son problème et on le décortique ensemble. Cette instance de réflexion, on appelle ça de réflexion éthique, se compose
de personnes extérieures à l'établissement, dont je suis. Il y a également un philosophe qui nous accompagne, un juriste, hein, mais aussi de personnes de l'établissement. Cette instance est animée par un médecin, mais à chaque fois, selon la nature des cas qui lui sont soumis, participent les personnels qui sont en prise directe avec ce cas. Et je peux vous dire que c'est un lieu d'échange très riche qui, à mon avis, peut permettre d'éviter certaines situations de maltraitance. Alors, on n'a pas forcément des solutions miracles, mais rien que le fait d'échanger des personnes extérieures, des personnes intérieures, d'échanger sur des cas pratiques, je crois que pour les professionnels, c'est une aide précieuse, et j'espère que cela rapporte effectivement un réconfort et que ça leur évite de dévier parfois peut-être vers certains comportements qui pourraient être maltraitants. Pour ce qui est du respect de la personne, on a parlé du manucule, on a parlé avec le docteur Ferré aussi de revenir aux principes fondamentaux de l'éthique et vous rajouter, en tant que représentant des usagers, M. Fabarion, vous me dites si je déforme mon propos, hein, la participation aussi aux instances officielles dans les structures de démocratie sanitaire. C'est un échelon supplémentaire, effectivement, qui peut aider par rapport à ces questions de maltraitance. Moi, pas de Gaulle, je vais peut-être me détromper, mais les quelques échanges que j'ai en tête montrent que bien souvent, le Conseil de vie sociale a du mal à fonctionner. Parfois, il est même dur de trouver des représentants des résidents pour y siéger, voire les familles qui sont plus ou moins absentes. Et je sais que dans certains établissements, c'est un petit peu difficile. Certains établissements n'arrivent pas à le constituer de façon pérenne, j'allais dire, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas selon les personnes. Je vais vous apporter une réponse qui va nous ramener encore une fois au sens. Le Conseil de la vie sociale a été mis en place suite à la loi du 2 janvier 2002, vous connaissez tous. Il est régi par le Code de l'action sociale et des familles. C'est avant tout une instance d'expression et de participation. Il faut revenir à ces deux mots. Et pour permettre aux personnes de s'exprimer et de participer, eh bien oui, ça ne tombe pas du ciel, il faut le manager. Et pour le manager, il y a parfois des animatrices ou des animateurs qui font un travail en amont pour élire des représentants de résidents. Eh bien, il faut inventer des méthodes sympathiques, participatives, avec des photos, avec des mots-clés, avec... Donc, et puis il faut les réunir avant les CVS pour essayer de recueillir leurs paroles, leur permettre de travailler les questions qu'ils vont poser, les aider à s'exprimer. Puis vivre le CVS, et puis faire un retour en avant. Voilà. Encore une fois, je pense que quand on veut, on peut. Et je connais un CVS qui fonctionne par contre très bien, et qui est bien dans l'angle de ce que souhaite le législateur. Il est présidé par un résident, une résidente en l'occurrence, et parfois, y compris lorsque on dit ah oui, mais ils n'ont plus la capacité à s'exprimer. Si, ils ont toujours la capacité à s'exprimer. Et donc, c'est parfois difficile, je ne nie pas la difficulté, mais il y a toujours, là où il y a une volonté, il y a un chemin, je crois qu'il y a toujours la possibilité. Et il se dit, même si c'est une instance consultative, c'est un lieu d'expression et de participation, il se dit des choses intéressantes, et il se dit des choses qui remontent ensuite. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le retransmet au personnel? Comment on associe les salariés de l'établissement au compte rendu du CVS? Ben, les comptes rendus de CVS, ils doivent être accessibles dans le hall d'accueil d'un établissement, lisibles par tout à chacun, par la famille, par des visiteurs, par des salariés. Voilà. En fait, c'est vraiment... oui. Ce qui a été dit tout à l'heure est très bon. Il faut s'attacher au sens des choses. Voilà.
vous avez parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord, pardon, avec ce que vous venez de dire. Mais je suis allé il n'y a pas très longtemps rendre visite à une personne que je connais en EHPAD, dans un autre département, très loin. J'ai cherché désespérément sur le tableau d'affichage la composition du CVS, et pire encore, bien sûr, sur ses comptes rendus. Je me permets de dire aux étudiantes, je vois que le temps passe, on pourra revenir peut-être après sur le CVS. Je n'ai pas de l'animation, justement, je voulais donner, avant qu'on puisse reprendre des questions sur le temps qui nous reste, la parole. Bon, en fait, si vous voulez, j'ai deux casquettes. Hein. Je suis animateur bénévole dans un EHPAD, mais je suis aussi aide-soignant dans la mesure où je suis aidant de mon épouse qui est handicapée. Donc les difficultés d'aide-soignante, je les connais, disons, jour le jour. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, je serai rapide, votre métier, il est technique, hein, mettre des chaussettes de contention, il n'y a pas 500 façons de les faire. Mais plaisanter en le faisant, raconter une anecdote, etc., et la personne à qui vous le faites, elle a du ressenti, et vous, ça va vous gratifier au niveau de votre travail. C'est ça, quoi. Vous avez un travail technique, et ça, c'est le travail technique, hein, mais vous avez affaire à des êtres humains, et c'est votre ressenti qui va parler. Et la valeur de chaque aide-soignante ou d'aide-soignant, c'est vrai, sa technicité, mais aussi c'est le relationnel qu'il peut avoir avec les gens. Et ça s'en prend pas, c'est l'amour que vous pouvez avoir pour celui à qui vous êtes. Voilà. Ça, c'est une donnée que vous avez abordée dans toute votre carrière. C'est pas facile, mais c'est un être humain, c'est pas un boulon de 15 concerts. Et voilà. Et la communauté d'amour, pendant les soins, une toilette. Pardon, c'est pas un temps, en plus, c'est un temps pour moi, c'est une prise en charge pendant un soin également. Moi, je le vois, ça fait 15 ans que je m'occupe de mon épouse. Eh bien, si j'avais pas l'humour, si j'avais pas ce relationnel époux-épouse, je le ferais pas, parce que c'est vraiment, c'est très dur. Mais le fait d'avoir ce relationnel, ben, ça vous multiplie la satisfaction de faire ce travail. Voilà ce que je veux dire. Merci. Marie-Paul, tu voulais... Je voulais rajouter juste un petit mot sur l'humanitude. Enfin, je connais un petit peu le concept parce que j'avais étudié ça quand j'étais au début de soins PAN, de Gineste et Marie Scotti, là. Et du coup, je m'étais dit quand même après, en prenant du recul, alors vous avez dit tout à l'heure que dans une équipe qui avait développé ce concept-là et qui s'était formée à l'humanitude, vous avez sorti du coup du positif et tout ça. Mais le constat qu'on pourrait faire qui serait à l'opposé, enfin pas à l'opposé, parce que la formation à l'humanitude, en tout cas je pense qu'elle est très légitime, elle doit être très pertinente et tout ça, j'ai jamais fait cette formation, mais je suppose qu'elle amène beaucoup de choses. Mais vous vous rendez compte quand même qu'on a été obligé de réfléchir à un concept, de faire une formation pour mettre de l'humain dans le soin. Voilà, ça doit quand même nous poser une question sur qui on est de soignant, pourquoi on veut faire ce métier-là, quel sens on y met, et qu'est-ce qu'on vient chercher quand on veut être soignant, et qu'est-ce que ça va nous apporter certainement, parce que ça nous apporte forcément quelque chose, et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à l'autre. Parce que, voilà, réfléchir à comment on entre en relation avec une personne démente avant de lui mettre le gantonnet sur la figure, c'est juste, ça me semble juste complètement normal, quoi. Enfin, c'est une attitude tout à fait normale et quelque chose de bon sens. Donc aller se former là-dessus, oui, la formation doit être bien, hein, je ne m'en doute pas, mais vous vous rendez compte un peu où on est, quoi. Ouais, vous avez des médecins, que ce soit des aides à domicile, posons-nous la question quand même. À propos de ce que vous dites et de ce que monsieur disait aussi, je pense que c'est. Enfin, je suis dans un métier de soin, je suis féministe, j'interviens dans les EHPAD, en particulier sur les troubles de déglutition, parce que justement pour la qualité de vie des résidents. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a effectivement des métiers, mais qu'on a besoin aussi, l'éthique est intéressante justement pour cela, ça nous permet de réfléchir et de mieux comprendre nos actes et pourquoi on est quand même en face effectivement de difficultés avec des patients ou des résidents. C'est pas parce qu'on est, bien sûr qu'on a une humanité en soi,
on a une citoyenneté, etc. Et c'est important d'avoir du recul. Et je pense que justement, ces débats qu'on peut avoir dans des espaces éthiques ou dans des réunions, ou apporter aussi à des jeunes ce questionnement, cette possibilité de se questionner dans les études. Et là, c'est quelque chose que moi j'ai réfléchi par rapport à l'enseignement justement de l'éthique dans ma branche, c'est-à-dire en orthophonie. En plus, on est quand même déjà, je dirais, pas mal en avant puisqu'on est sur cette histoire de la communication. Malgré tout, ça s'apprend aussi de... C'est une question de réflexion, c'est pas... On est ce qu'on est, mais il faut pouvoir aussi avoir du recul, savoir qui on est quand on est en face de quelqu'un, quel qu'il soit, dans la vie en général, et donc y compris dans son métier. D'où l'enseignement de l'éthique, d'où apprendre aussi à décortiquer un peu qu'est-ce que c'est que cette relation de soin. C'est pas tout à fait la même que celle d'une relation amicale ou dans la vie, et celle-ci, on a besoin de réfléchir. D'où l'éthique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste du temps pour profiter. On a répondu un peu à vos questions, vous lycéens ou on sait quoi? Vous êtes hyper inspirés. Est-ce qu'elles ont encore la foi? Si, avant de laisser, je confirme la notion des années 75, avec des salles communes, avec un lit, une chaise, une table de nuit, une poupée sur le lit, c'est pas si vieux que ça. Bon, je suis âgé, mais c'est pas si vieux que ça. Et je voulais revenir sur un des objectifs de l'enjeu de la table ronde aujourd'hui. Permettre aux futurs soignants d'investir le champ de la responsabilité éthique qui sera bientôt pour eux dans l'accompagnement. On est parti sur votre hypothétique illégitimité. Il faut que vous soyez conscients de toute façon, et c'est pour ça qu'il faut que le champ de l'éthique évolue et avance et se développe. Vous êtes complètement légitime dans votre boulot, dans le travail par rapport à l'autre, quelle que soit votre strate professionnelle. Et ça, il faut s'en rendre conscient. Et je reviens sur les aides-soignants. Je dis que c'est effectivement dans les EHPAD, c'est quand même le moteur, le professionnel qui est au cœur permanent de la personne. Pas la seule, mais c'est quand même. Et il faut qu'elle prenne les deux. Je vois bien la difficulté dans les ateliers. Elles ont un gros vécu. Elles ont beaucoup de choses à dire. Et le problème, c'est d'arriver à dire. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir permettre à ce que tout le monde s'exprime. Et je vous comprends que vous, par rapport aux équipes dans lesquelles vous étiez, vous en serez resté, ça, quel que soit le vécu profond que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut? Il n'y a pas la personne. Et on parlait du cadre tout à l'heure des équipes et tout ça, c'est l'enjeu du fonctionnement unique. C'est compliqué. Sur les structures humaines, c'est très compliqué. Parce que les cadres sont là pour. C'est pas si simple que ça. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'humanitude, quand vous dites que c'est très naturel de s'occuper de quelqu'un et on doit être humain. Et en fait, je pense que je cherche dans mon passé, dans les expériences que j'ai eues à l'hôpital, j'ai vu qu'en fait j'avais l'impression qu'on était très technique. Et quand on est à l'école, je trouve qu'on est beaucoup dans le technique. Et le temps qu'on a pour donner cette fibre d'humanitude et de savoir-être, il est minime, quoi, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps par rapport à tout le technique et tout le vraiment technique qu'il faut faire passer. Je pense que c'est la défaillance est là, c'est pour ça que je serais un peu mitigée sur le fait que est-ce qu'on doit finir par devoir se former à l'humanitude alors que ça devrait être naturel. Et je pense qu'on a notre naturel, mais qu'on a on perd des choses des fois par. Après, je voulais juste faire un tout petit peu de provoque. Parce que j'aime bien. Mais oui, mais je sais, ça m'a fait réfléchir. Dans les IFSI ou dans les instituts de formation sans infirmiers ou dans les IFAS,
pense quand même qu'on prend beaucoup de temps là-dessus, sur c'est quoi la relation entre soignant et soigné, c'est quoi un patient, c'est quoi un malade, c'est quoi une personne malade, nous qui on est, nous soignants, on est qui. Ça devrait être une base, pas une base. Et je pense quand même que c'est fait pas mal en IFSI et en IFAS. Alors après, ce que je voulais juste dire, c'est oui, vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'on développe un concept de avant d'aller faire un soin à quelqu'un, il faut lui parler. C'est juste un tout petit peu paradoxal, mais je tiens comme cette formation. Mais c'est quelque chose qu'on a traité l'année dernière dans le débat. C'est technique qui nous fait perdre. On a déjà de base. Oui, alors j'ai une question par ici, une question par... Monsieur Flammarion, vous voulez faire peut-être rapidement une petite précision? Rapidement, pour dire qu'on vit actuellement dans un monde de plus en plus normé, de plus en plus régulé, hein, de plus en plus technique. Et quand vous disiez se former à l'humanitude, c'était peut-être dire une condition nécessaire. Quand vous pensez que dans le Code de la santé publique, il y a un article issu d'une loi, hein, qui dit par exemple, il est obligatoire dans un établissement de soins de soulager la douleur. Ça semble aller de soi. Les soins palliatifs, pareil, c'est une disposition du Code de la santé publique, alors que pour tout soignant, ça devrait aller de soi. Il y a une dame qui avait là justement, allez-y, puis vous ensuite, là. C'était juste pour compléter, justement, on est sur l'Institut de formation des soins infirmiers, et moi particulièrement, je participe à l'enseignement des soins relationnels. C'est 3 semestres sur les 3 années, qui permettent d'accompagner effectivement les étudiants, et c'est vrai que il y a un étudiant qui a interrogé il y a pas longtemps, un étudiant qui m'a dit, madame, je ne comprends pas pourquoi cette unité, pourquoi il y a besoin de 3 semestres sur les 3 ans pour faire ça. Quand on échange avec les professionnels sur le terrain, qui sont là depuis 15 ans, mais les soins relationnels, ça ne s'apprend pas, ça se fait comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans la réflexion commune qui dérange, parce qu'on va aller s'interroger sur soi pour pouvoir communiquer avec l'autre. Et ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. En fait, peut-être ce qui s'oppose, ce qui se confronte là, c'est la culture palliative, la culture du soin palliatif, et puis la médecine telle qu'elle est pratiquée. Et comme dit Madame professeure, c'est beaucoup de techniques et par conséquent beaucoup de temps et beaucoup de passer à ces actes multipliés, toujours remultipliés. Et la culture du soin palliatif, c'est pas ça finalement. Non, c'est pas tout à fait juste, hein, si je peux me permettre. Les soins palliatifs, c'est une discipline, c'est une médecine, c'est de la médecine, une spécialité comme une autre. Et puis pour le coup, c'est un service plutôt technique aussi. Et puis tu voulais compléter. C'est pas une spécialité, mais c'est quand même une médecine, enfin, la médecine palliative, elle n'empêche pas du coup le soin technique. Hein. Non, elle ne l'empêche pas. C'est dans nos représentations où on se dit les soins palliatifs, c'est on tient la main des patients et tout ça, mais la médecine palliative, c'est justement, c'est quand même, ça peut être du coup très technique, mais sans oublier, enfin bien sûr qu'on est dans du soin relationnel. Elle ne l'empêche pas parce que la loi oblige justement à soulager la douleur, par exemple. Donc il faut effectivement un soin, mais il y a aussi tout l'accompagnement, toute la notion d'accompagnement qui est moins dans le versant médical, curatif. Ça dépend. Il y a des services à l'hôpital, par exemple, très techniques qui peuvent aussi être dans cet accompagnement-là, et dans la réflexion éthique sur ce qu'il est bon de faire pour tel patient. Enfin, ouais. C'est pas la technique l'enjeu, c'est je pose un acte, je le justifie. On ne peut pas nier la technique en médecine, elle existe, mais c'est savoir quelles sont les conséquences de l'acte que je vais poser sur le patient. C'est ça qui est important. D'autres ou une dernière question éventuellement? Je prends ça pour un.
Je vois que midi approche. Bon, moi je retiens quand même, surtout à la lumière des derniers échanges que vous venez d'avoir, que une partie, le soin, ce n'est pas que du technique, c'est du technique, mais pas que, il y a aussi du relationnel, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi du réflexif. Hein. Il ne faudrait pas qu'on oublie non plus cette notion de questionnement, que le docteur Ferrier en rappelait tout à l'heure. On a peut-être tendance effectivement à oublier le relationnel et le réflexif. Et c'est peut-être d'ailleurs ces deux champs de compétences qu'on sera amené à explorer de plus en plus à l'avenir, surtout avec le développement, c'est la réflexion qu'on est en train d'avoir cette année à l'espace de réflexion éthique, avec le développement de l'intelligence artificielle en santé, qui, sur le plan technique, tend à faire parfois mieux que nous, ou pourra éventuellement se mieux que nous, ce qui nous laissera quand même encore le relationnel et le réflexif à explorer. Autre point quand même aussi, on est resté sur une discussion qui était liée énormément au milieu professionnel, mais peut-être une partie aussi des problèmes qu'on a, en tout cas c'est les propos qui est développé actuellement aussi, n'est pas seulement lié à une culture professionnelle de ce que soigner veut dire ou pas, mais aussi à la manière dont la société se représente, ce que c'est que vieillir, ce que c'est qu'accompagner la vulnérabilité. On parlait, je garde en tête ta remarque à Marie-Paul sur le fait qu'on a dû créer une formation pour remettre une bonne condition. Alors, on comprend que dans les discussions que vous avez eues, il y a peut-être quelque chose qui doit s'apprendre aussi dans le relationnel face à des personnes avec un trouble cognitif et qu'il y a besoin de former. Il y a peut-être aussi, mais là pour le coup, je repense à mes études de philosophie et à certaines études critiques, mais le fait qu'on est dans des logiques sociales qui ont tendance à déshumaniser aussi, à réifier les rapports que nous avons entre nous. Et, ce qu'on constate aujourd'hui dans ce champ professionnel, c'est une des manifestations de quelque chose qui est à l'œuvre beaucoup profondément dans la société, la question de la représentation de la personne âgée, du vieillissement, de l'enfance, de ce qui fait une personne, de ce qui fait sa dignité, quand elle n'est pas active, quand elle est vulnérable, quand elle est très dépendante. C'est aussi une question qu'on a à se poser sur un plan technique, mais sur un plan politique et citoyen plus généralement. Je voudrais remercier encore une fois tous les élèves de la classe de terminale SSP et leurs professeurs aussi. Je pense qu'on peut quand même peut-être les applaudir. C'était pas simple, mais c'était réussi. Bravo quand même pour avoir pu nous exprimer de façon très claire et très précise ce que vous avez fait. Je remercie quand même aussi tout de même à nos 6 intervenants aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Peut-être un point agenda pour prolonger les discussions. Petit aparté de moi et Jean-Pierre Ferry. Alors je crois que c'est pour la mutualité, donc c'est pas trop ouvert au public, mais on peut quand même le dire. Le 6 juin, cette discussion qu'on a, on pourrait la prolonger sur la question de la relation soignante, puisqu'on va bientôt questionner la question de la familiarité dans la relation de soins. Quelle place, quel statut sur le plan éthique on accorde à la familiarité, au tutoiement, au surnom, au prénom, dans l'accompagnement des personnes âgées. Alors par contre, sur le versant grand public, mais c'est un mardi, désolé, mardi prochain, 28, à Vesoul, la grande salle à Vesoul, il y a un colloque sur C'est pour son bien, question éthique autour de la vieillesse, qui va questionner justement ce que c'est que l'éthique contemporaine dans l'accompagnement du vieillissement, quand on remet au centre de nos préoccupations éthiques la liberté de choix ou le statut de sujet d'une personne âgée que l'on accompagne, avec tous les problèmes que ça soulève, autant sur les limites du maintien à domicile par exemple, que sur la place du respect de l'individu dans la collectivité handicapée. Ce sont les deux principales qui m'ont présenté, il y en a peut-être d'autres aussi, mais en tout cas le sujet n'est pas clos et on a encore l'occasion. Mais on vous fera un retour en tout cas sur notre site de ce qui se dira à ces événements-là. Oui. C'est le professionnel en économie, parce qu'en fait on a démarré sur la légitimité, ils ont démarré sur la légitimité que vous avez apparue. Et dans le fait que vous les ayez écoutés, je pense que ça leur donnera une confiance dans cette légitimité qu'ils peuvent avoir. Donc vraiment merci. Ça devra suivre. Vous voulez rajouter une tour de les professeurs, je te laisse vous dire. Merci. Il n'y a pas grand chose à dire.